Welcome Stranger et bienvenue en ce 21 mai 2024 pour la reprise des météos de l'étrange et without further ado, on va directement passer à la review des news de la semaine. On commence évidemment traditionnellement par un écran rouge. Ça c'est traditionnel de la maison. C'est juste voilà la source qui a du mal à se remettre à jour. Voilà. Donc ça c'est mon fil Twitter, ça n'a rien à voir. Donc première news, c'est le succès. Bon, tout relatif pour l'instant, mais succès quand même au box-office du reboot, du requel, je ne sais pas, de The Strangers Chapter 1. Qui du coup a le plus grand démarrage, enfin le démarrage au box-office domestique. Donc là c'est le box-office américain qu'on a pour l'instant, les chiffres. C'est le plus gros démarrage de l'année. Et là on voit un petit peu les tenants du titre pour l'instant cette année. Donc évidemment l'année entre guillemets ne vient que de démarrer, on est quasiment à la moitié mais bon. Donc évidemment ça peut changer au fur et à mesure de l'année, mais il y a quand même un petit 11,8 millions qui a été fait là par The Stranger Chapter 1. Sachant que moi j'ai pas un attachement de ouf au film d'origine. Je sais qu'il y en a plein qui les considèrent comme cultes. Moi en fait je fais partie à mon avis des 5 personnes dans le monde qui préfèrent le deuxième film, celui qui a été fait en 2018 là, Pray at Night, je crois il s'appelait. Je suis un des rares à l'avoir préféré, je pense, parce que je trouve qu'il va plus dans le délire un peu foutraque, un peu clairement le méchant c'est Jason Voorhees quoi, dans le 2. Bouh, non ça va, Russia Varette, ça va. Mais le premier en fait c'est juste Home Invasion 101. Mais vu que moi j'avais déjà vu, en fait quand j'ai vu The Strangers le premier, j'avais déjà vu Your Next, j'avais déjà vu The Purge, et du coup j'étais un peu en mode ouais mais il y a des meilleurs Home Invasion. Le premier est une bonne porte d'entrée dans le Home Invasion. C'est ça, c'est vraiment, mais c'est pas une critique quand je dis que c'est le 101, c'est qu'il utilise les codes du genre à la lettre. Il n'y a pas vraiment de moments réellement surprenants. Mais tu sais dans quoi tu t'embarques du début à la fin, et en vrai c'est pas dégueu. Mais justement je trouve que le 2 était un peu plus virulent sur ça, des personnages qui meurent à des moments où tu t'y attends pas, des personnages qui... Enfin, je vais peut-être pas spoiler complètement celui de 2018, mais t'as des personnages qui ont quand même une résistance à la mort du côté des antagonistes qui est... la vache, je m'y attendais pas, et donc moi je l'ai trouvé plus foutraque le 2, mais du coup un peu plus rafraîchissant. Du coup, j'étais pas spécialement hype à la sortie de ce film, je ne l'ai pas encore vu, mais il fait son petit succès. Après, bon, quand on voit un peu le box-office, je m'étonne que Night Swim ait fait autant de recettes. Night Swim, je l'ai vu, pour le coup, il est pas dingue. Il est vraiment pas dingue. Déçu pour Lisa Frankenstein, que pour le coup, lui, je l'avais trouvé vraiment fun. Mais bon, on va voir. Et du coup, l'article parle un petit peu en comparaison justement de celui de 2018, Strangers Pray at Night, qui lui avait eu une ouverture à 10,4 millions avant d'arriver à 31 millions worldwide. Et du coup, la question que pose un peu le journaliste, c'est est-ce que vraiment, avec ce démarrage-là qui est pas spécialement mauvais, mais pas spécialement bon non plus, faut savoir qu'avec les Américains, le budget d'un film, qui je crois... voilà, production budget around 8.5 million. Ouais, en gros, le budget, quand les Américains parlent par exemple de 8,5 millions de dollars, faut voir qu'ils comptent pas les frais de communication, qui sont souvent assez extravagants. Ça, c'est le budget de production de l'écriture du paplard jusqu'à la distribution. Ça peut compter par contre la distribution, les copies physiques, etc. Mais ça compte pas nécessairement la communication. Donc pour qu'un film soit rentable, là on peut se dire bah voilà, il a coûté 8,5, il en a ramené envers 11,8, banco. Non, les boîtes de prod derrière, non seulement elles veulent une marge, mais elles veulent une belle marge. Et globalement, la moyenne aujourd'hui des budgets de com, c'est 30% du budget de production. Ça varie évidemment énormément si tu parles d'un petit film indé qui va faire le Sundance, si tu parles du dernier Star Wars, bon, il n'y a pas de film Star Wars qui sortent en ce moment, mais écoutez, Yamso 2017. Et du coup, pour l'instant, The Stranger Chapter 1 est potentiellement pas rentable. Pas tout à fait, il va certainement dépasser la barre de la rentabilité, mais la question c'est est-ce que ça va justifier l'ouverture d'un Chapter 2 et Chapter 3 ? Parce que l'idée c'était d'en faire une trilogie,
Ça, ils l'ont annoncé direct que ce serait une trilogie de The Strangers, sauf que c'est pas un all-in non plus, dans le sens où ils ont pas commencé à tourner The Strangers Chapter 2 et Chapter 3. Ce qui se fait dans les sagas qui sont quasiment assurés de succès. Ça devient rare à Hollywood, ils commencent à avoir les pieds frileux, mais là, le tournage du 2 et du 3 n'est pas enclenché, donc est-ce que le succès du 1 va amener à un 2 et 3 ? C'est un petit peu toute la question. Et pour un synopsis officiel, après que leur voiture tombe en panne dans une petite ville mystérieuse, un jeune couple est forcé à passer la nuit dans une cabine, comment on pourrait appeler ça ? Dans une cabane isolée. La panique s'ensuit alors qu'ils sont terrorisés par 3 étrangers masqués qui les attaquent sans merci et a priori sans motif. Et voici évidemment une des images promotionnelles qui était sortie il y a 1 ou 2 semaines. Un peu risqué, c'est loin d'être la saga la plus populaire. Ouais, The Strangers, c'est assez unknown, et surtout que le dernier film date de 2018, donc c'est pas une saga qui a eu non plus le temps d'avoir un statut culte où les gens se disent « Oh ouais, une suite à ce truc qui date d'il y a 30 ans ». Là, non, le dernier, il date de 2018. C'est un peu jeune pour faire un remake, surtout que... Allez, vas-y, on va faire un petit tunnel sur les Home Invasion, mais... Les Home Invasion, c'est un truc que j'aimerais bien lire un peu plus là-dessus. Donc là, c'est pas du tout documenté ce dont je vais vous parler. C'est un peu ce qui me trotte dans la tête quand je vois ce genre de film. Je vois quand même une peur très liée aux années 70 avec tout ce qui était les serial killers, les breaking and entering, enfin les effractions dans les maisons pavillonnaires, avec le cas le plus célèbre de Sharon Tate. C'est ça, la femme de Polanski dans les années 70, je crois que c'était elle. Et du coup, il y a eu un peu cette peur panique que ton foyer familial explose face à la violence aveugle d'un mal absolu. Et c'est vrai que dans les années 70, t'avais effectivement la montée de plein de cultes et de... Enfin, plein. En vrai, il y a eu un peu un effet de loupe, alors que c'était pas non plus un phénomène qui tuait des milliers de gens par an, tu vois, mais c'était un truc où ça avait brassé l'opinion publique américaine pendant des années et des années. Et ça a créé du coup cette peur que le mal s'insère chez soi. Et le truc, c'est que moi je vois toujours ça un peu comme une peur un peu de bourgeois. Enfin, dans le sens où, oui, ça fait peur d'avoir des étrangers qui rentrent chez toi, quel que soit ton salaire. Mais dans les Home Invasion, on suit toujours une grande maison pavillonnière avec la piscine, le parking, le petit chien qui meurt au début, histoire que les gens ils font « Ah non, le chien il est mort !» Arrête de tuer les chiens dans les films d'horreur, je vais m'énerver. Bref. C'est toujours la même représentation, et il y a des films qui en ont conscience, comme Your Next et The Purge, que je citais tout à l'heure, qui utilisent le fait qu'on est face à des bourgeois pour les plus gauchistes de ces films, limiter notre empathie. Mais les plus intelligents, en vrai, The Purge, t'as de l'empathie pour les bourgeois tout en étant en train de remettre en cause leur place dans la société, ce qui est plus intéressant. Et The Strangers, en tout cas le premier... Parce que le deuxième, encore une fois, était original, ça se passait dans un mobil-home, donc c'était plutôt de la classe moyenne, et c'était enfin un peu autre chose, quoi. Mais le premier, ça se passe carrément dans une espèce de semi-manoir, c'est gigantesque, et... Ouh, merci beaucoup. Ah, merci beaucoup. Alors, c'était... Désolé, j'ai pas la liste des follow sous les yeux. Merci beaucoup à Learn... Et vos pseudos quand même. Learn and Destroy. Merci à Learn. Merci à Learn pour le follow. Merci beaucoup à toi, bienvenue. Bienvenue sur la chaîne de Time Between. Ici, on parle cinéma d'horreur, principalement. On est en train de parler de The Strangers, la saga en général, et plus précisément de la place des Home Invasion dans le cinéma d'horreur. Donc, bienvenue à toi. Prends un siège, installe-toi, c'est super. Merci beaucoup pour le follow. Je disais donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez des avis dans le chat à les partager, parce que moi c'est un avis très personnel. Et en fait j'aime bien les Home Invasion qui changent un peu cette formule. Moi aussi il y avait Wedding Nightmare qui est une espèce d'anti-Home Invasion, dans le sens où c'est la maison bourgeoise qui est l'oppression. Et c'est une personne qui doit s'évader de la maison, donc ça en reprend certains codes, alors que c'est exactement l'inverse au niveau scénaristique, je trouve ça cool. Mais du coup voilà, les Strangers... C'est une saga, je trouve qu'il n'y a pas des masses de recul sur son genre. Du coup, compliqué. Même l'Exorciste n'a pas réussi à lancer sa nouvelle trilogie. Après, l'Exorciste, c'était nul aussi. Enfin, pas le premier. Attention, hein, là, je sens des gens qui vont me jeter des fourches. Non, le remake. Enfin, le remake.
comment il s'appelait là, Retribution là. Je sais pas comment il s'appelait. Il avait un nom pas terrible, mais il était nul aussi. Enfin, pour le coup, il avait aucun recul sur ce qu'il adaptait, quoi. C'était on va mettre des gros fantômes qui font boue et puis c'est tout. Ah, il était pas passionnant. Je l'ai déjà oublié en vrai le nouveau, je crois. C'est très 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 étrange. On va passer à la deuxième news. On va passer à la deuxième news de la journée, qui est Ari Aster, qui fait des siennes, mais cette fois-ci en tant que producteur, puisque Monsieur Ari Aster et Lars Knudsen, qui du coup sont en fait enfin les deux se sont alliés dans une boîte de prod qui s'appelle Square Peg. Et qui du coup vont financer le film, une adaptation de Hansel et Gretel par Chile Cristobal et pardon. Non, Chile c'est son pays, donc il s'appelle Cristobal Leon et Joaquin Cochina. Non, Cochi c'est en italien avec deux C. Cocina, je sais pas comment ça se prononce, désolé à tous les hispanophones. Mais du coup un duo de réalisateurs chiliens qui notamment avait fait alors The Hyperboreans, mais moi je les connaissais plutôt pour The Wolf House que je n'ai pas vu. Donc je les connais pendant tout que je n'ai pas vu, mais parce que j'arrivais pas à le trouver. C'est ce truc complètement halluciné. Attendez, je vous enlève la musique et on se regarde ça. The Wolf House, ça avait l'air d'être un délire sous acide incroyable. Et du coup, Ari Aster va produire une adaptation d'Hansel et Gretel fait par ces gens-là. Donc on va se regarder le trailer de The Wolf House pour que vous vous rendiez compte un peu du bordel de ces gars-là. Voilà. C'est parti. Chileno aquí. Hola, vengo de la colonia. Voy a transformar a mi cerdito en criatura hermosa que nunca me abandonará. Desde hoy son Pedro y Ana. ¿Qué les parece si jugamos? Un juego divertido que inventé. Cuidado, Pedrito. Se están quemando. Cuidado, Pedrito. Se están quemando. Cuidado, se están quemando. María. María. Du hattest recht. Du musst kommen. He sido muy duro con María, pero le hará bien. María. María. Ok, on fait comme ça. Voilà, donc c'est l'esprit de ces gens malades qui maintenant vont profiter de l'argent d'Ari Aster. Je sais pas vraiment à quoi m'attendre. En vrai, The Wolf House a l'air intéressant, mais waouh, c'est un délire, quoi. Beaucoup trop d'images à cauchemar dans ma tête, oui, c'est un peu ça. Court long métrage. Je crois que The Wolf House c'était un moyen métrage qui durait une petite heure. Mais par contre, Hansel et Gretel, de ce que je comprends de l'article, ça a l'air d'être plutôt un long. Donc je sais pas si c'est un format qui se prête à un univers aussi délirant. Mais à voir. Parce que là, ouais, ils sont... en fait, ils font leur nouveau film The Hyperborean, qui apparemment mélange du coup de la stop motion et du live action, est présent à Cannes. Donc on pourra peut-être en savoir un peu plus à la fin du festival. Et apparemment ils veulent un petit peu twister l'histoire. Ah voilà, c'est que Hansel et Gretel seront tous les deux des garçons dans cette version, du moins au début de l'histoire. Ils vont nous wokiser Hansel et Gretel. Je rigole.
Mais l'histoire elle-même se fait perdre. Donc à mon avis, ça va être une grande errance incompréhensible, mais ça va être un peu stylé. Salut à toi Bibi, bienvenue. Prends donc un siège, prends donc une tasse. On est en train de parler de l'actu film d'horreur en ce moment. Et là, on est en train de parler de la prochaine production, pas réalisation, mais production de Ari Aster. Et il faut savoir, oui, que Leon et Cochinilla, je crois que ça c'est la Nina, donc ça se prononce Nia, pas sûr. Hein. Ils ont travaillé du coup sur Boys of Fred, que je n'ai pas vu, parce que j'avoue qu'il me tentait pas beaucoup. Faut que je le rattrape, mais il me tentait pas beaucoup quand il était sorti. Et justement, en fait, c'est The Wolf House qui avait attiré son regard. Et qui, à l'époque, The Wolf House avait été décrit par une myriade de techniques d'animation. Voilà, une myriade de techniques d'animation à vous en faire tomber la mâchoire. Parfait, je rattrape tout ça. Ah, mais reste là, papoton. De toute façon, les VOD, elles sont disponibles pendant 2 semaines sur ma chaîne. Donc, t'inquiète pas. Puis, de toute façon, je vais tout rediffuser sur YouTube, ce genre de truc. Cochinilla et Leon sont parmi les vrais originaux qui travaillent dans l'animation en ce moment. Vous pouvez voir leur sensibilité, vous pouvez retracer leur sensibilité jusqu'à certains artistes de l'uncanny, je sais pas comment on pourrait dire en français, de l'étrangeté, on va dire. Mais il n'y a pas vraiment d'analogue clair. Parce que leurs effets et leur travail, il n'y a pas vraiment d'analogie claire qu'on peut tisser avec d'autres artistes par rapport à ce que ça propose chez leurs audiences. C'est un gros truc de taré, hein, ces gars-là, mais ça reste cool de voir que c'est encore possible d'avoir des Ari Aster qui arrivent un peu à la manière de, comment il s'appelle, Guillermo del Toro, un peu à braquer le système. Genre, ils font des films. Ari Aster, ses 2 premiers films que j'adore, hein, Hereditary et Midsommar, ça reste des films qui sont dans une logique horrifique classique. Attention, c'est des chefs-d'œuvre, mais les gens sont allés le voir en disant je vais aller voir un train fantôme, et il a cassé les attentes. Mais là où je le trouve cool, Ari Aster, c'est que maintenant qu'il a cette notoriété-là, il s'en sert pour promouvoir du travail complètement foutraque. Et c'est typiquement, j'ai vu le cabinet de curiosité de Guillermo del Toro, je l'ai fini hier, c'était trop bien. Et c'est un peu pareil, le gars il s'est construit une réputation sur des films qui étaient très originaux, etc., mais qui restaient adaptables dans la moulinette un peu hollywoodienne classique. Et après, il a un peu carjacké le système en produisant ces trucs qui étaient complètement barrés, quoi. Enfin, vraiment, le cabinet de curiosité de del Toro, vraiment, regardez-le. Ils sont quasi tous, pas inoubliables, mais le moins bon, il est genre super cool à regarder quand même, quoi. Boys of Fred n'a plus rien de classique. Ouais, je sais, justement, c'est ce qui m'attirait pas trop dans Boys of Fred, c'est que ça avait l'air d'être très très éclaté avec une narration non linéaire, machin. Moi, je salue la performance, mais moi j'ai du mal à rentrer dedans. Prochaine news, on revient dans Cannes, on revient dans le festival de Cannes qui est en ce moment avec The Substance, qui a eu une très longue ovation au festival de Cannes, 15 minutes, et sachez que c'est une tradition à Cannes de chronométrer les applaudissements, donc c'est à prendre avec des pincettes cette affaire de 15 minutes d'ovation. En vrai, à Cannes il y a un petit peu un concours de qui va pisser le plus loin sur qui va applaudir le plus longtemps dans les films. Ça peut ne rien vouloir dire, mais bon, c'est un indicateur comme un autre. Du coup, c'est un film de Caroline Farja qui du coup est dans le festival de Cannes en ce moment, avec du coup 9, 11 ou 13 minutes de standing ovation selon à qui vous demandez. Et avec Margaret Qualley, Demi Moore et Quenis Quaid, je sais pas comment ça se prononce, The Substance a été décrit comme étant un thriller de body horror féministe avec un synopsis comme suit. Cela génère un nouveau vous. Un nouveau, plus jeune, plus beau, plus perfect, un vous plus jeune, plus nouveau, plus beau, plus parfait. Mais il n'y a qu'une seule règle. Vous partagez le temps. 1 semaine pour chacun. 1 semaine pour le nouveau vous. 7 jours chacun. Une balance parfaite. Simple, n'est-ce pas? Si vous respectez cette balance, qu'est-ce qui pourrait possiblement aller mal? C'est vrai que le synopsis est un peu cool. Après, moi, je dis plagiat de The Apple Age.
plagiat de The Appendage. Je veux dire, moi j'ai vu ce film complètement martien, là, The Appendage, où en gros, en vrai c'est pas du tout pareil, mais ça m'y a fait un peu penser, où dans The Appendage, en fait c'est quelqu'un qui a une excroissance qui pousse dans son corps, et quand l'excroissance finit par tomber au sol, elle grandit jusqu'à devenir un clone de la personne, et du coup évidemment elle commence à utiliser ce clone pour être un peu plus parfaite dans sa vie, etc. Donc ça m'y a fait un tout petit peu penser, mais en vrai je pense que l'approche du film sera pas du tout la même. Mais du coup voilà, at the time of writing, voilà, du coup en ce moment il est en compétition officielle dans le festival de Cannes, ce film. Et ce qui pourrait être du coup la seconde fois qu'un film de body horror dirigé par une Française prendrait la Palme d'Or après Julia Descournaux qui avait fait Titane en 2021. Et c'est ça ce dont je voulais vous parler, c'est pour ça que le titre du stream est scandaleusement putassier, avec ce truc de est-ce que l'horreur est en train de devenir un truc de normie. Parce que mine de rien, on arrive en France à un stade où il y a une reconnaissance, du moins dans les institutions, que le cinéma de genre, finalement, est-ce que c'est pas un petit peu hype? Du coup, est-ce qu'on nous enlèverait notre bébé? Est-ce que là, c'est pas le moment de faire nos gatekeepers et dire que non, mais en fait, l'horreur, c'est pas du tout ça, Cannes, c'est pas du tout de l'horreur, c'est parce que vous parlez. C'est pas la première fois, en fait, qu'il y a un tournant favorable à l'imaginaire, mais même à l'horreur un peu hardcore en France. Puisque dans les années fin 90-2000, on avait déjà la New French Extremity qui avait un peu battu le pavé avec ça. Et même si tu remontes à plus loin, tu avais déjà par exemple La Belle et la Bête de Jean Cocteau, qui certes était l'adaptation d'un roman classique, mais il empruntait des codes de fantasy, forcément avec une espèce de semi-minotaure, etc. Donc la France, c'est pas étranger à avoir des sympathies envers ce genre d'imaginaire. Je veux pas prêter mes jouets. Moi j'aime l'horreur quand personne la regarde. Comme ça je suis le gamin le plus cool de la cour du récré. Putain les fans d'horreur vraiment c'est une catastrophe. Et du coup je suis pas forcément fan de l'idée des cycles. Parce qu'il y a un côté destiné, il y a un côté bah voilà les cycles ils se répètent et du coup ça veut dire que dans 10 ans l'horreur ce sera plus à la mode en France. Et en fait non. Quand il y a ce genre de percée, quand d'un coup il y a, on sait pas pourquoi, des jurys qui se mettent à voter pour ce genre de truc, un public qui va en salle pour ça, etc. Là en France on a une belle dynamique en ce moment avec pas mal de films d'horreur, mine de rien, qui sortent en France, que j'ai malheureusement pas tous vus, mais il y a eu Le règne animal, Gueule noire, La nuée un peu plus vieux, là il y a La morsure qui va sortir, il y a eu Vermine. Là on a une vraie vague de production horrifique et il faut transformer l'essai, c'est-à-dire que il faut pas se dire ah bah c'est juste un cycle et du coup ça finira par passer. Non, là il faut transformer l'essai dans le sens où il faut aller en salle pour voir ces films, il faut liker les tweets de la boîte de prod qui a fait ça. C'est aussi quelque chose d'actif qu'un mouvement cinématographique prenne de l'ampleur. Et bon bah moi avec ma petite audience je fais bien ce que je peux, mais je trouve ça important de pas être dans le fatalisme de oh d'ici 5 ans on sera repassé aux comédies françaises et t'es là bah non. Si tu leur montres maintenant que les comédies françaises, les gens vont plus les voir, bah peut-être ça va changer. Je suis pas non plus complètement pétri d'illusions dans le sens où il y a déjà un vol des cerveaux qui est bien en place aux États-Unis quand il y a des acteurs, des créateurs comme ça qui commencent à percer comme Alexandre Aja ou Xavier Jans à l'époque. Forcément, ça va avoir un impact et je suis prêt à parier que des Cournaux ou des gens comme ça vont avoir une carrière à Hollywood, ce qui est déjà le cas d'ailleurs avec le réalisateur de Vermine, dont j'ai bouffé le nom, mais qui va faire un des prochains Evil Dead. Donc c'est déjà en place, et ce qu'il faut quand même, c'est arriver à capter ce savoir-là, qu'il soit pas complètement en train de partir. Du coup, ouais, moi c'était un peu de ça dont je voulais parler un peu en gros sujet du stream, sur l'horreur devient mainstream, et alors ? Enfin, l'horreur en France, parce qu'à l'international, l'horreur a déjà son public qui est... il y a des subdivisions interminables, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous en pensez de ça dans le chat de cette affaire de mainstreamisation de l'horreur ? Putain, je pensais pas que mon sous-titre capterait mainstreamisation. Ah non, extrémisation, non, il a pas compris. Parce que typiquement dans sa dernière vidéo, le Fossoyeur, il en parlait un petit peu sur cette affaire de ah mais Le règne animal, c'est uniquement un film américain fait en France.
Dans le sens, ce qu'il disait, c'est oui, ça en copie tous les gens, enfin ça en copie tous les clichés du genre, et du coup ça n'a rien de français. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est est-ce que c'est pas le cinéma américain qui a copié la France? Parce que, encore une fois, la New French Extremity, elle a marqué la façon de repousser les limites de ce qu'on peut montrer dans le cinéma, y compris dans le cinéma américain, et même encore avant avec Jean Cocteau et des trucs comme ça. En fait, un genre, que ce soit un truc aussi codifié que l'horreur ou un truc un peu plus flou comme la comédie en général, sans dire comédie romantique ou quoi, c'est des genres qui sont en interconnexion tout le temps. Enfin, typiquement, pour rester dans l'horreur, y a les romans noirs anglais qui ont inspiré le giallo italien, qui ont été eux-mêmes inspirés par un style allemand dont j'ai perdu le nom, qui ont ensuite été exportés aux États-Unis. Et évidemment qu'il y a une moulinette d'Hollywood qui a tendance à lisser tout ça. Mais au final, là, c'est un peu le serpent qui se mord la queue dans le bon sens, dans le sens où on a influencé le cinéma américain. On l'a influencé. Et là, c'est un retour sur investissement, entre guillemets. Là, maintenant, on s'inspire de ce que le cinéma américain fait grâce à nous, quelque part. Donc, après, est-ce que les films de Farja sont produits par des studios français, tous les acteurs semblent être américains? Oui, à mon avis, c'est un peu une prod. À mon avis, je vais regarder pendant que je vous parle. Movie Production. Ça m'a l'air d'être un peu une production étrangère, un petit peu comme The Deep House qui était rigolote. En fait, The Deep House, paradoxalement, était un film français, enfin franco-belge, mais où tout le casting était américain et vraiment tu pouvais croire que c'était un film américain, quoi. Alors, The Substance est un film de body horror écrit et réalisé par Corinne Farja et avec Demi Moore, etc. La Palme d'Or. Production en janvier 2022, il a été annoncé que Demi Moore et Margaret Qualley seraient les stars dans le film. With working title film producing an Universal Picture distributing. Alors ouais, working title film, c'est pas français ça. C'est britannique. Ouais, ils ont quand même des bureaux à Los Angeles. A division and N1 subsidiary. Ok, c'est une succursale d'Universal Pictures, donc ouais, on est quand même très dans de l'anglo-saxon. Mais ça a quand même été tourné en France. Currently production. Ouais, c'est ça. Oui, donc c'est quand même un film qui a notamment un peu bénéficié de la réduction des impôts sur le tournage en France, là, qui avait été voté pour Dunkerque à l'époque. Oui, je le vois, comme chacun y met sa patte à différentes échelles. Après, tu vois, c'est pas faux le fait qu'il y a une hégémonie américaine dans ce qu'on appelle le soft power américain, mais c'est pas non plus un truc monolithique, c'est-à-dire que le fameux soft power américain. Donc, soft power, pour ceux qui savent pas, c'est un terme qui a été développé pour décrire la politique culturelle des États-Unis dans l'après-guerre, où en gros, les États-Unis avaient la politique d'utiliser consciemment leur culture, leurs films, leurs référents historiques, pour imposer un pouvoir du coup soft, contrairement au hard power qui serait leur armée par exemple. Et du coup par exemple ça fait que les enfants dans la cour de récré ils jouent aux cow-boys et aux indiens au lieu de jouer aux colons et aux touaregs. Et d'un coup ce serait vachement moins fun, hein. Ce serait vachement plus raciste. Déjà que c'est raciste de base de jouer aux cowboys et aux indiens, mais bon, les enfants, c'est pas leur faute, les pauvres, on leur met ça dans les yeux. Mais du coup, ça fait que les gens connaissent tous. Voilà, on joue aux cowboys et aux indiens, alors que sur d'autres référentiels plus européens, ou voire même plus français, c'est une espèce de petite dépossession, mais inversement, il faut pas non plus penser que c'est à sens unique, et il y a un soft power français aussi. Je pense qu'on reste assez loin de la mainstreamisation en France. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que tous les films d'horreur français qui sont sortis ces dernières années, seul Titan a été vraiment considéré. Et encore, Titan avait affiché l'objectif des 300 000 spectateurs. En mode, on est à Cannes, on l'a gagné, on peut gagner les 300 000. Et il les avait pas atteints. Et d'assez loin, je me souviens, il me semble. Donc, en termes du public, non. C'est vrai qu'il n'y a pas un afflux massif dans les salles pour les films d'horreur. Même sur des grosses sagas, ça reste pas facile de sortir en France. Par contre, en termes des institutions,
il y a une espèce de reconnaissance qui, moi, me fait doucement rigoler, vu que typiquement des trucs comme le 5e élément, il n'y a pas si longtemps, c'était vu comme un outrage au savoir-faire français, et maintenant, on va récompenser des films comme Substance ou quoi. Et tant mieux, tu vois, faut pas non plus cracher dans la soupe, mais forcément, de la part de ce genre d'institution qui a aussi récompensé J'accuse de Polanski, quand même, faut-il le rappeler, hein. Bon, bah ça fait doucement rigoler aussi, quoi. Mais je pense qu'il faut quand même pas avoir une position de gatekeeper là-dessus, dans le sens où il y a des gens qui vont avoir une approche soit très Jean-Michel Normie de bah j'ai vu que ça passait, je suis allé voir, c'était super. Et typiquement c'est un peu ce qui s'est passé avec Talk to Me, qui il me semble en France a eu pas trop mal a eu une réception pas trop mal. Box Office France, on va voir. Donc typiquement c'est le genre de truc où en plus Talk to Me c'est une super introduction au film d'horreur, vraiment c'était trop bien. Allociné. Allô. Vous avez de la musique encore? Moi j'écoute pas. Box Office US. Mais non. Box Office France. Ah oui mais j'ai pas marqué Box Office France donc forcément là, là c'est un peu compliqué hein. Bam bali bam bam boum. Box Office Mojo. C'est mieux Box Office Mojo. France. Ah oui mais là c'est pas le nombre d'entrées, c'est le revenu. Bah typiquement en France il a fait 3,9 millions de dollars de rentrée. C'est pas dégueu du tout hein. Bah typiquement sur Talk to Me, après les États-Unis, on est le pays où il y a eu le plus d'entrées pour Talk to Me. Comme quoi je vous montre la source hein, quand même. Box Office Mojo c'est un peu la base. Pourquoi il est bugué? Alors monsieur, faut pas être bugué comme ça hein. Tac, voilà. Donc voilà, 3,9 millions pour Talk to Me. Donc ouais c'est pas non plus une massification à blinde hein, mais y a un truc. Justement de la part des institutions, je n'ai entendu que parler de Titane et jamais de Vermine, Gueule Noire et autres. Non, c'est vrai. Là, typiquement, c'est pour ça que je parlais de ça, c'est qu'il y a Substance qui a priori remet un petit peu le tapis là-dessus, et c'est toujours intéressant qu'il ait été sélectionné. Par contre, c'est vrai que le reste de ce qu'il y a eu, c'est plus compliqué. Mais c'est avec ce genre de petites brèches que des fois, on sait jamais. Je ne sais pas. Mais en tout cas, faut aller voir ces films en salle. Et je dis ça alors que je n'en ai pas vu beaucoup en salle parce que aller au ciné, c'est quand même toujours... Bon, pour ceux qui connaissent la chaîne, voilà. J'ai un trouble du spectre autistique. Du coup, aller en salle, c'est toujours un effort énergétique assez fort que j'essaie de me forcer à faire parce que c'est important d'aller voir les films en salle. C'est le meilleur truc qu'on peut faire, surtout que niveau VOD, ça sort jamais. Donc, c'est un peu compliqué. Mais voilà, c'était un peu le gros sujet... Est-ce qu'il y a une mainstreamisation de ça en France? Parce qu'en plus, il y a aussi l'aspect production, que par exemple Le Royaume Animal, pour le coup, lui, je l'ai vu. C'est un film qui a quand même une production value assez dingue. Pour un film français, c'était quand même assez fort visuellement. Donc, il y a quand même des moyens qui sont mis en place. Et ça fait longtemps que la France, on a des moyens, que ce soit en CGI ou dans des techniques peut-être plus traditionnelles aussi. Donc, c'est cool de commencer à les voir appliquer ailleurs que comme succursale d'un film américain, quoi. C'est toujours plus sympa, moi, je trouve. Et on va enchaîner. Oui, avec une petite news qui fera plaisir. Qui, moi, me remplit un peu de dubitativité. Mais, pourquoi pas, du coup, en fait, je m'étais bel et bien pas trompé de source. Moi qui ai fait le boulet. Voilà. Donc, un nouveau Insidious. Le 6e. Pour l'été 2025. Du coup, alors le film parle un petit peu l'article parle un petit peu des conditions de lancement, etc., de l'histoire de la saga, combien elle a rapporté au niveau mondial, etc. Je ne savais pas du tout d'ailleurs qu'il y avait un spin-off en cours de création, Thread. Merci beaucoup à... Il faut que j'ai les alertes sous les yeux, hein, c'est une catastrophe. Merci beaucoup à Unbalance Delsa pour le follow. Bienvenue à toi, prends donc une tasse, prends donc un verre et prends donc ton temps.
Ici, on est sur une chaîne, du coup, comme tu l'as vu, de React Horror, où je réacte un petit peu à l'actualité du cinéma, mais aussi de temps en temps du jeu vidéo d'horreur quand il y a quelque chose à dire. Et on fait aussi, évidemment, un petit peu de gaming sur des jeux d'horreur, mais pas que, aussi un petit peu de SF, etc. Et de temps en temps, des petits streams musicaux aussi. Hein. J'aime bien la musica et je sais chanter, donc de temps en temps, je fais la musica. Bienvenue à toi, prends donc une tasse, et merci beaucoup pour le follow. Je disais donc. Oui, du coup, prochaine sortie Insidious. Donc oui, je disais, je ne savais pas du tout qu'il y avait un spin-off qui était en production pour Insidious, Thread, an Insidious Tale. D'accord. Après, moi je trouve que, comme pour beaucoup de sagas d'horreur, c'est les anthologies qui fournissent une raison assez cool de faire des films ad vitam. En mode, bah oui, des Insidious Tale, si tu pars du principe que le Further existe et que tu peux créer des histoires d'horreur avec plein de types de fantômes différents, etc., bah, trop cool en vrai comme idée de... Enfin, je suis plus hype pour le speed-off que pour le numéraire, on va dire. Mais mine de rien, faut voir quand même que Insidious The Red Door, donc le 5e opus de la saga, il avait gagné 189 millions mondialement, et le budget, je l'avais regardé tout à l'heure, le budget, je crois, il dépassait pas. Je crois qu'il était à 18 millions, le 5. J'ai peur de dire des conneries. Non, alors pas box-office, budget. The Red Door Insidious. J'ai peur de dire des conneries. Budget 16 millions. C'est ça, 16 millions. C'est ça. Donc 16 millions pour 159 millions de box-office, forcément 189 millions de box-office. Encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, il faut rajouter les frais de communication, mais globalement, c'est d'une rentabilité de tueur. C'est au moins 10 fois rentable. Donc forcément qu'ils vont un peu traire la vache à lait jusqu'à ce qu'il n'y ait plus grand-chose à dire. J'ai un peu peur de l'essoufflement de la saga quand même, parce que The Red Door, je sais pas ce que vous en avez pensé vous, moi je l'ai trouvé... En fait, la première fois que je l'ai vu, je l'avais bien aimé. Parce que je trouvais qu'il traitait des thèmes assez intéressants, notamment du traumatisme, de comment tu te reconstruis après un événement. Il y avait, en fait, t'avais enfin les conséquences d'un film d'horreur. Parce que souvent, dans les suites d'un film d'horreur, les personnages ont des PTSD et des flashbacks en mode « Oh non, ça fait peur le doigt !» Mais il n'y a pas vraiment, on creuse pas sur... notamment dans le premier, vu que le père des enfants était... Enfin, dans le deuxième, pardon. Vu que le père des enfants était possédé, les attaquait à la hache, il n'y avait pas de conséquences sur qu'est-ce que ça fait pour un enfant de voir son père comme un agresseur. Ce qui était quand même plutôt cool à explorer, je trouve. Donc à voir, enfin... Les thèmes étaient intéressants, il y avait aussi un côté un peu Lovecraftien avec la peinture qui prenait vie petit à petit, c'était super, mais... Ça restait un film à jumpscare un peu... bateau, quoi. Du coup, j'ai un peu peur que ce soit pas la licence qui arrive à se sortir de ses cendres aussi facilement que ça, quoi. Pourtant, c'est une licence que j'aime énormément, mais moi j'ai un peu peur de l'essoufflement pour la suite. Je crois pas qu'ils ont annoncé de réalisateur pour la suite, parce que c'était Patrick Wilson, donc le personnage principal, enfin l'acteur qui joue le personnage principal, qui avait réalisé Red Door, et au niveau de la mise en scène, c'était assez sage. Il y avait des moments de brillance, mais c'était globalement assez sage. Et sinon, l'article à la fin parle un petit peu de toutes les annonces qu'ont fait Blumhouse ces derniers temps, parce que pour rappel, Blumhouse a fait un deal il y a quelques temps, ça date littéralement d'il y a 10 ans, mais justement un deal de 10 ans qui du coup va arriver techniquement à terme cette année, et je crois pas qu'on sache... je crois qu'on ne sait pas, on va pas utiliser le terme sachoir, pitié. je crois qu'on ne sait pas si le deal a été remis au goût du jour, mais du coup Universal et Blumhouse avaient fait un deal il y a une dizaine d'années de coproduction, et notamment le deal c'était que du coup ils pouvaient utiliser l'arsenal de guerre de Universal pour faire leurs films, et en échange leurs sagas les plus connues, donc The Purge, Insidious et c'est tout, je crois. Ouais, c'était The Purge et Insidious qui du coup passaient sous licence de Focus Feature, qui du coup elle est une succursale d'Universal. C'est le bordel, mais globalement Universal a racheté les droits de diffusion et de production, je crois, de ces sagas là. Donc le nouveau Insidious, c'est techniquement la Blumhouse qui le fait, mais il y a le gros papa derrière.
Et du coup, les années qui suivent, Blumhouse ont l'air d'être assez prolifiques, puisque on va avoir du coup Insidious 6. On va avoir, alors ça c'est une autre news, mais Sony qui a annoncé I Know What You Did Last Summer, qui va sortir du coup le 18 juillet 2025. Mais ça c'est Columbia Pictures, c'est pas la même boîte. Mais niveau Blumhouse, on a du coup alors The Woman in the Yard qui sort le 28 mars 2025, ça je ne connais pas du tout, mais bon, pourquoi pas. Et oui, du coup il y a Five Nights at Freddy's 2 qui va sortir le 11 avril 2025. Non pardon, le 5 décembre 2025, j'ai confondu les dates. Et ça a été révélé que The Black Phone 2, qui est très très attendu, a été décalé de juin 2025 à octobre 2025. Écoute, ça sortira pendant la période d'Halloween, c'est finalement plutôt une bonne idée je trouve. Et Megan 2.0 qui voilà, est décalé de du 16 mai 2025 à quelque part en juin. Donc voilà. Donc pas mal de suites, mais des trucs intéressants. I Know What You Did 20 Summers Ago. Ah, je sais pas comment ils peuvent. Enfin, c'est de la nécromancie, hein, cette saga. Moi, je suis pas très fan. Je sais que c'est terrible, mais moi, I Know What You Did Last Summer, c'est pas ma saga de cœur, mais peut-être que j'étais pas dans le mood en la regardant. De toute façon, mon préféré c'est le 3. Enfin, moi j'ai des avis problématiques globalement. C'est pas vrai, hein, c'est juste que le 3, il m'avait fait tellement mourir de rire avec l'apparition soudaine d'un mort-vivant dans une saga où c'était que des trucs un peu concrets, des crimes, quasi du polar, tu vois, et t'es là, d'un coup il y a un mort-vivant, tu fais qu'est-ce que vous faites? Moi j'aime bien les accès un peu nanars comme ça me fait plaisir. Donc voilà, beaucoup de suites. The Black Phone 2, je sais pas comment ils vont faire, parce que techniquement... Attends, je me souviens pas de la fin... Bah il est... Alors désolé, je vais peut-être... attention, spoil Black Phone 1, mais le méchant, on peut pas revenir dans le 2. Donc ça peut pas être un méchant qui revient à la Michael Myers. Peut-être ce serait une anthologie, ce qui serait... Encore une fois, moi je trouve que c'est une solution à tout, l'anthologie. Hein. Mais je sais pas trop vers où ils vont aller avec Black Phone 2. Peut-être un prequel, probablement un prequel, hein, connaissant ce genre de boîte, mais bon. À voir. Megan 2.0, trop cool. Moi j'avais surkiffé, enfin j'avais vraiment beaucoup aimé Megan, donc très content de voir que le 2 est en route. Et Five Nights at Freddy's, c'était vraiment du mai sur 20 ce film, mais pourquoi pas. J'espère qu'ils feront revenir le méchant et pas le téléphone noir. Ça fait pas peur les téléphones. Ouais, je sais pas du tout comment ils peuvent envisager la suite, mais interesting. Interesting. Et du coup c'était... non pardon, pas tout. C'est pas tout, maintenant on va passer au trailer, parce que tout à l'heure on parlait de Substance. Alors il y a un micro trailer qui est sorti qu'on va se regarder pour le plaisir. Hop. Donc là on passe au segment trailer. C'est parti. On met le son. C'est parti. Have you ever dreamt of a better version of yourself? Younger. Ah, attendez, il y a le chat qui fait des shenaniganeries bizarres là. Qui êtes-vous et qu'avez-vous fait à mon... What the fuck? Attendez, c'est... D'accord, je sais pas pourquoi. J'ai pas lu les 2 dernières lignes de l'article. Il y avait des lignes? Attends. Attendez, vous me mettez le doute. Less than a week ago, Sony disclosed that Danny Boyle and... Non mais ici vous savez on est sur un stream professionnel, on lit jusqu'au bout les articles. Oui évidemment le 20 juin 2025 la sortie de 28 ans plus tard de Danny Boyle, mais moi je boycotte ce film parce que mon autisme me dit que non, tu fais un film qui s'appelle 28 jours plus tard puis 28 semaines plus tard, ouais 28 mois plus tard et 28 trimestres plus tard et 28 semestres plus... Non, c'est bon, j'arrête. Cillian Murphy confirmé, bien sûr, aussi, effectivement. Ça, c'est sorti plus récemment, c'est pas dans l'article, mais effectivement, oui. Cillian Murphy confirmé pour revenir dans 28 ans plus tard. Pourquoi pas? Pourquoi pas. Moi, j'avais beaucoup aimé le premier et le deuxième, 28 semaines, était tout aussi bien. C'était vraiment l'exemple d'une bonne suite. Donc oui, je suis content. Désolé, j'avais pas lu les 2 dernières lignes. Ah!
Requiem for ma gueule, j'ai fait de la merde. Bon, maintenant le trailer. Bande de gens impatients là. Distribué par Mubi. Have you ever dreamt of a better version of yourself? Younger, more beautiful, more perfect. One single injection unlocks your DNA, starting a new cellular division that will release another version of yourself. This is the substance. Voilà. C'est frugal hein, comme trailer, mais au moins ça spoile pas. Après c'est juste un petit clip, c'est même pas un vrai, c'est même pas le trailer, mais voilà donc The Substance qui du coup va parler de, j'imagine, de notre rapport à notre corps, à la période d'Instagram et de TikTok ou l'ère de la post-vérité. Non, je sais pas. En vrai, ça a l'air stylé, mais ça peut être un peu en enfonceur de porte ouverte. Peut-être, je ne sais pas, mais pourquoi pas. En vrai, je suis intrigué. Et pour la dernière news de ce soir, s'il vous plaît, je vous demande d'accueillir Longlegs. Et ça, mes amis. Oh. Je veux le son maximum. On va peut-être vous mettre des sous-titres parce qu'il y aura peut-être des paroles quand même à ce moment-là. Is it scary being a lady FBI agent? Yeah. Take a nice long look. A letter was left with the bodies. Signed with one word. I saw a beast rise up out of the sea with 7 heads and 10 horns. And on his horns he wore 10 crowns. And on each head was written a blasphemous name. What aren't you telling me? He'll kill and kill again. I know you're not afraid of a little bit of dark. Because you are the dark. Do you still say your prayers? Number ones, they scared me. Hello? You could have made nice with me. But you didn't. And that has led to all of this. I'll be waiting. Oh, c'est de la bonne. Hein. Non, attends. J'arrive le son juste. Je remets la musique. On va papoter, je vous mets le trailer un petit peu en boucle derrière. Putain, mais pourquoi mon alertbox n'arrête pas de montrer un chat qui n'existe pas? J'aime bien l'ambiance visuelle, mais ça montre beaucoup de micro-scènes. Ouais, moi j'aime bien les trailers qui te spoilent pas tout. Et encore, je trouve que ça en montre quand même pas mal. Mais moi j'aime beaucoup un peu le ton sépia, voilà ce truc un peu là qui a souvent, ça donne un côté vraiment poisseux qui est pas mal, mais sans tomber non plus dans ce que y a des gens qui appellent ça le brown mud, qui est une espèce de façon d'étalonner très
Ah, mais vraiment, j'ai un problème avec cette alert box qui... Bon, je vais la cacher pour l'instant. Il y a vraiment un côté très poisseux dans cette ambiance-là. Et oui, le brown mud, c'est un peu ce truc d'étalonné où tout est lisse et on voit rien. Là, je trouve que c'est un bon mélange où tu sens que les visages sont éclairés quand il faut, mais ils hésitent pas non plus, voilà, typiquement là, à faire des silhouettes et tout. Par exemple ici, voilà, elle est quand même vraiment entourée d'obscurité et on voit ses émotions, on voit son visage, mais c'est pas éclairé en mode hey, on a une actrice qui vaut cher, on va la montrer vraiment quoi. 7.2, c'est le 12 juillet, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, pour les Américains, c'est l'inverse, ouais, c'est ça, c'est d'abord le jour, donc oui, c'est ça. Vous voyez, là, typiquement pareil, elle se fond avec son environnement, mais on voit quand même son visage. Et ça, je trouve que ça rend un petit peu un côté... ça donne un côté écrasant, parce que quand tu détours trop, par exemple, il y a un truc aussi, c'est souvent, il y a un truc, typiquement, que je fais un peu, c'est que là, j'ai une partie de mes lumières qui me découpe de mon environnement. Vous voyez, là, on voit bien la distinction entre mon bras et le fond, et ça permet de faire pop un peu les acteurs à l'écran. Mais quand tu choisis de pas le faire, c'est cool aussi, en fait. Ça fait vraiment un côté où elle est écrasée dans son environnement avec une petite dose d'espoir. Peut-être ça pourrait représenter ça sur le côté. Mais il y a vraiment un côté, elle est pas bien dans son boulot. Là, ça se voit. Hein. Même si elle souriait, le cadre et l'étalonnage dit non, elle se sent pas bien. Là. C'est pas la super ambiance. Là. Et ouais, un ton un petit peu jaune comme ça a l'air très très cryptique. Moi, j'aime bien. Moi, le seul truc qui me fait un peu peur, cette image est incroyable. C'est si cool. Et ça m'a fait trop peur. Ça, les yeux qui apparaissent là. Damn! C'est terrifiant. Je suis sûr que tout le monde dit ça, mais ça fait silence des agneaux. Évidemment que ça fait silence des agneaux. Et tu suis une femme du FBI qui poursuit un serial killer. Et justement, j'allais y venir. Ma seule crainte, c'est que ce soit... que ça en reprenne aussi les mauvais aspects. Dans le sens où il y a un plan où on voit, non pas là, voilà là, on voit que le tueur a une espèce de truc de décoration. J'ai très peur qu'ils repartent sur le cliché de la transfemme tueuse en série parce que en fait elle comprend pas son corps et du coup elle se met à tuer. Pitié, faut que ça change. Faut vraiment que ça change et que ce cliché disparaisse. Il est complètement faux. C'est basé sur 2 cas qui ont été vraiment documentés. C'est un cliché qui m'énerve beaucoup, donc j'espère qu'on n'aura pas ça dans ce film-là. C'est une de mes peurs. Mais visuellement, je trouve qu'il y a un côté moins... En fait, ça dépend des plans, mais peut-être moins froid que Silence des agneaux. Un côté un peu plus poisseux. Mais ça dépend des plans. Il y a des plans qui font aussi très froid, notamment là vers la fin... On a vu, celui-là, j'ai pas réussi à cliquer. Tu vois, typiquement là, effectivement, c'est très très Silence des agneaux, le côté automnal, tout grisâtre. Mais inversement, il y a beaucoup de plans, voilà, avec cette lumière beaucoup plus crépusculaire, qui a l'air de revenir qui a l'air d'être la lumière de The Longlegs. Je pense que ça va peut-être plus ressembler, ça va peut-être être un mélange entre le Zodiac et le Silence des agneaux. J'espère qu'effectivement, j'ai un peu la même crainte que toi, Rusard, c'est que j'espère qu'on aura quand même un peu une identité du film. Que ce soit pas juste genre Seven c'était cool, Silence des agneaux c'était cool, Zodiac c'était cool, et qu'au lieu d'être une accumulation de références qui deviennent, tu vois, typiquement filmé comme ça, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas, parce que là on se rapproche un peu du fameux brown mud où on voit un peu rien, mais moi j'aime bien parce qu'on voit clairement la terreur sur cette face là, mais on va pas tricher en éclairant l'intégralité de son visage. Et en plus là il y a carrément les 2 couleurs un peu, qui ont l'air d'être un peu les couleurs principales du film. Un côté un peu froid sur la gauche et vu que Longlegs va apparaître sur la droite du cadre, déjà la lumière nous rappelle sa présence. Je pense qu'il y a un truc, dans ce film, il a l'air quand même de dire des trucs. Moi j'aime bien les films qui disent des trucs, visuellement quoi. Et voilà exactement, surtout que le focus doit être mis sur Cage à droite. Et justement le film ose aller jusqu'au bout de dire notre source de lumière un peu orangée qui a l'air de représenter Longlegs, là, on ose bien la mettre et de pas mettre de lumière artificielle parce qu'on a une actrice et qu'on veut bien la voir. Non, des fois, ça dit quelque chose de pas bien voir ton acteur ou ton actrice. Donc moi, je l'attends quand même beaucoup. Un peu peur d'être déçu parce que je m'en fais un peu une montagne et c'est vrai qu'il ressemble beaucoup au Silence des agneaux. J'espère qu'il en reprendra pas, les très transphobes.
Mais sinon, ça a l'air... Il y a un chat dégueulasse, donc au moins ça, vu que c'est un siamois, je pleurerai pas s'il meurt. Non, je rigole, j'adore les chats. Mais les siamois, loin de moi quand même, hein, loin. Mais ça a l'air d'être un film... Moi, je l'attends. J'espère que je me monte pas trop en bourrique pour ça. On n'aura pas trop à attendre longtemps. Oui, il fait peur. Donc voilà, c'était le trailer de Longlegs. Et c'était ma dernière news. Au final, on a parlé pendant 54 minutes. Bonjour YouTube. À la base, je voulais que ce soit un format court, mais au final, je vais faire mon youtubeur cliché, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Est-ce qu'un format aussi long, ça vous va? Parce que forcément, vu que ça... En fait, pour vous résumer, c'est un format que j'aimerais bien faire un peu plus régulièrement. À chaque fois que je lance un stream, en gros, le Just Chatting, ce sera un petit peu un débrief d'actu d'horreur. Donc là, forcément, c'était la reprise, donc j'ai pris un peu beaucoup de news, mais au final, je pourrais potentiellement en prendre moins. Là, au final, si on y réfléchit bien, il y avait 1, 2, 3, 4, 5... Il y avait 5, 6 news dont je vous ai parlé. Donc forcément, là, ça fait un peu beaucoup. Mais voilà, est-ce que vous, sur YouTube, et vous sur Twitch aussi, hein, est-ce que vous... Un format plus court, peut-être plus condensé, ça vous plaît? Est-ce que là, le côté un peu, voilà, je rentre dans des tunnels et je parle de plein de trucs, est-ce que ça vous va aussi? Voilà, c'était ma question. Et moi, je vais m'arrêter là pour l'enregistrement de cette météo de l'étrange et je vous dis à très vite sur YouTube. Ciao!